Aujourd'hui, je vais te parler des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, une œuvre parue en 1951, et je vais m'intéresser au parcours associé qui est Soi-même comme un autre. Soi-même comme un autre, c'est déjà parce que Adrien se voit, s'observe comme s'il était quelqu'un d'autre. C'est le propre de l'autobiographie. On peut dire que les Mémoires d'Adrien, c'est une autobiographie fictive, puisque Adrien se prend comme matériau de son récit. Il fait le récit de sa vie. Alors, effectivement, il s'agit d'un récit rétrospectif et Marguerite Yourcenar se sert de ce dispositif très utilisé dans les mémoires, comme par exemple dans les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, dans lesquels Chateaubriand dit au début de son récit que c'est au bord de la mort qu'il décide de jeter un œil sur son passé, sur le reste de sa vie, pour en faire la narration. Et c'est exactement ce que fait Adrien. Adrien, il dit au début qu'il écrit cette lettre à Marc Aurèle sur son lit de mort. Alors, je te lis le passage où il dit son dessein. Peu à peu, cette lettre commençait pour t'informer des progrès de mon mal, est devenue le délassement d'un homme qui n'a plus l'énergie nécessaire pour s'appliquer longuement aux affaires d'État, la méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. Je me propose maintenant davantage, j'ai formé le projet de te raconter ma vie. Alors, il va donc faire ce projet de raconter sa vie, de faire le récit de sa vie, de faire son autobiographie, tout simplement. Mais il va se rencontrer un premier problème. C'est que ce soi, ce jeu sous lequel il écrit, n'est pas si unifié que ça. Il va faire le constat d'un éclatement du moi. C'est pour ça qu'on pourrait déjà comprendre le parcours associé non pas comme soi-même comme un autre, mais soi-même comme des autres. C'est-à-dire que, en fait, il fait le constat, il fait l'expérience en regardant sa vie passée, qu'il n'est pas si unifié que ça et qu'il n'y a pas de soi-même, ou en tout cas que ce n'est pas une entité aussi bien définie qu'il le voudrait. Alors, je te lis ces passages-là qui sont déjà dès le début. Quand je considère ma vie, je suis épouvantée de la trouver informe. Je passe quelques passages. Le paysage de mes jours semble se composer, comme les régions de montagne, de matériaux divers, entassés pêle-mêle. J'y rencontre ma nature, déjà composite, formée en parties égales d'instinct et de culture. Ça et là, affleurent les granites de l'inévitable, partout les éboulements du hasard. Je m'efforce de reparcourir ma vie pour trouver un plan, y suivre une veine de plomb ou d'or, ou l'écoulement d'une rivière souterraine, mais ce plan tout factice n'est qu'un trompe-l'œil du souvenir. De temps en temps, dans une rencontre, un présage, une suite définie d'événements, je crois reconnaître une fatalité. Mais trop de routes ne mènent nulle part, trop de sommes ne s'additionnent pas. Je perçois bien cette diversité dans ce désordre, la présence d'une personne, mais sa forme semble presque toujours tracée par la pression des circonstances. Ses traits se brouillent comme une image reflétée sur l'eau. Alors là, il fait l'expérience de deux choses. Premièrement, il découvre que sa vie est un entassement d'événements qui n'ont pas forcément de sens, ils n'ont pas forcément de logique. C'est chaotique, c'est fondé sur le hasard, il n'y a pas forcément une relation de cause à effet entre les différents événements de sa vie. La deuxième chose, c'est il se rend compte que sa nature même, sa nature profonde, est composite. Alors lui, il trouve deux parties, la partie naturelle, la partie des instincts, sa partie animale finalement, et la partie culturelle. Mais on pourrait trouver d'autres choses, par exemple, euh, on pourrait essayer de définir Adrien, mais ce serait difficile, puisque déjà il a plusieurs rôles, sa relation au monde, elle est déjà multiple,
puisqu'il est à la fois ce lettré, ce poète, cet amant avec Antinous, mais aussi d'autres femmes. Il est aussi ce voyageur et il est aussi cet empereur. Donc il est multiple. Et en plus de ça, le fait que sa vie est extrêmement diverse, qu'elle ait un enchevêtrement de choses informes, qui ne se répondent pas vraiment, qui semblent ne pas s'accorder, ne pas avoir d'harmonie, eh bien ça aussi, ça veut dire que sa nature elle-même, enfin sa personne, l'image qu'il pourrait se faire de lui-même, elle est diverse, elle est complètement éclatée. Il y a un véritable éclatement du moi, à la fois par la nature, mais à la fois par l'expérience de vie. Et ça se retrouve dans le récit. Dans la mise en récit, en fait, pourquoi est-ce que Adrien éprouve le besoin de raconter sa vie? C'est pour mieux se comprendre. Et dans l'Antiquité, on a cette idée que si on se comprend mieux soi-même, on va mieux comprendre le monde et les hommes, et les êtres humains. Donc le récit, c'est une action pour faire émerger le sens d'une vie, et de la vie en général aussi. Mais en fait, il est déjà en train de nous dire, dès les premières pages de son récit, que sa crainte, c'est qu'en fait, le récit, ce soit plutôt non pas une manière de trouver le sens de sa vie, mais une manière d'imposer un sens à une vie qui dépasse le récit parce qu'elle est trop riche, trop complexe, trop variée. Et qu'en fait, elle est très éloignée du récit, de la mise en récit, de la mise en ordre de sa vie, parce qu'elle est chaotique et elle est sans sens. Et donc, on va avoir cette tension entre la vie, qui est chaotique, qui est adossée au hasard, qui n'a pas de sens, qui est foisonnante, et le récit, pardon, qui lui, par contre, fondamentalement, est fondé sur la mise en ordre, l'harmonie, le sens, la progression, l'enchaînement logique. Et on va voir cette tension tout au long des mémoires d'Adrien. Alors, par exemple, si j'essaye de te résumer l'œuvre, et c'est ce que j'aurais pu commencer ma vidéo en faisant ça, mais tu remarqueras que je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, ça dénature un peu le récit, l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Alors, mais je peux quand même le faire. Donc, on a effectivement une idée de progression. On a la formation d'Adrien, sa jeunesse, puis son ascension au pouvoir. Ensuite, une fois qu'il est empereur, sa mise en ordre du monde, sa recherche de l'harmonie et de la paix dans le monde. Puis ensuite, on va avoir sa passion amoureuse, qui arrive assez tard dans sa vie avec Antinoüs. Et suite à la mort d'Antinoüs, on va avoir l'agonie de l'empereur qui meurt à petit feu. Bon, ok. Mais ça, en fait, déjà, c'est extrêmement réducteur. En fait, en te donnant ce résumé des mémoires d'Adrien, je ne t'ai pas vraiment dit ce qu'étaient les mémoires d'Adrien. Je te donnais en fait une idée assez fausse de ce que sont les mémoires d'Adrien. L'œuvre, elle est beaucoup plus riche que ce résumé de ce parcours de vie. Et l'une des choses qui fait que c'est beaucoup plus que ça, c'est que par exemple dans mon récit là, dans mon résumé, je ne t'ai pas évoqué les échecs. Et les échecs dans la vie d'Adrien, ils sont multiples. Et en plus de ça, ce sont les échecs qui mettent en doute le sens qu'il a donné à sa vie, qu'il a donné déjà a posteriori. Puisque le sens, en fait, il ne se trouve pas au moment même où se font les faits. Quand quelque chose se passe, il n'est pas en train de dire «Ah oui, la raison, c'est que gna gna gna». Non, c'est en retrouvant ses souvenirs et en faisant les récits de ses souvenirs que là, il va trouver un sens. Mais le fait même de chercher et de trouver un sens, c'est l'imposer à sa vie qui, au départ, n'avait pas ce sens-là. Et l'échec, en fait, ça montre bien, ça remet en question cette idée de progression dans la vie. Par exemple, la mort d'Antinoüs vient remettre en question toute la
alors pas la passion amoureuse, mais l'harmonie dans la passion amoureuse. Et en fait, les échecs permettent de rappeler au récit le chaos et l'absence de sens. Donc il y a vraiment cette tension, hein, entre la recherche d'un sens et le rappel continuel que peut-être il n'y a aucun sens à cette vie, aucun sens profond, aucun sens premier. Alors, ce qui permet à Adrien, ça ce sera mon autre point, une autre façon de comprendre soi-même comme un autre, c'est que ce qui permet à Adrien de faire le récit de sa vie, c'est sa longue expérience, sa longue pratique de l'introspection. Tout au long de sa vie, Adrien a fait de sa vie, de son intériorité, même de son expérience, le matériau premier de sa réflexion pour mieux comprendre le monde, les hommes et sa vie. Mais en plus d'avoir été un matériau de réflexion, sa vie, sa personne, son corps, ses pensées, ses émotions, son intériorité, ont été une matière à travailler, à aiguiser pour qu'il puisse s'accomplir en tant qu'empereur, en tant qu'homme, pour accomplir son destin. Il y a vraiment cette idée de mieux se comprendre dans son intériorité, pour mieux se maîtriser et pour comprendre donc son destin, c'est-à-dire sa raison d'être fondamentale. Mais là, tu vois, à nouveau, il y a ce paradoxe où on essaye de trouver en soi-même sa raison d'être. Alors lui, il est assez facile à trouver, hein, sa raison d'être, ça a été d'être empereur, mais c'était pas si, dans le récit, on nous montre que le fait qu'il soit empereur, c'est pas vraiment sa raison d'être profonde à lui-même. C'est aussi des enjeux extérieurs à lui, des circonstances extérieures à lui qui ont fait qu'il est devenu empereur. C'est pas simple, ça venait pas simplement de lui. C'était pas forcément son destin. Il y a quelque chose du hasard, il y a quelque chose extérieur à lui qui s'est exprimé dans le fait qu'il est devenu empereur. Mais ce qui est aussi paradoxal, c'est que même s'il a trouvé cette ambition en lui, cette ambition d'avoir du pouvoir, il a dû se maîtriser, il a dû aiguiser ses sens, aiguiser ses pensées. Il a dû en fait, comme un jardinier, couper les mauvaises branches pour être plus en harmonie avec sa raison d'être. Donc ça te montre à nouveau cette idée qu'il y a un éclatement du moi, qu'il a dû s'unifier, qu'il a dû s'aligner avec cette raison d'être. Il a dû se façonner, il a dû mieux se comprendre et se façonner pour, euh, pour s'accomplir en tant qu'empereur. Bon. Donc c'est vraiment soi-même comme un autre, c'est-à-dire se façonner comme s'il était sa propre statue extérieure à lui. Alors, et l'autre idée de soi-même comme un autre, c'est que pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre le sens de sa vie, Adrien, tout au long du récit, a recours à des vérités générales, à des vérités universelles qu'il a apprises par l'observation du monde, mais aussi par ses lectures très nombreuses de philosophes, de poésie, etc., et d'histoire. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dialogue entre l'expérience et les vérités universelles qui sont liées aux lectures et à l'analyse du monde. C'est-à-dire que les vérités universelles qui sont apprises permettent d'éclairer son expérience, de lui trouver une raison d'être, de lui trouver sa logique, de lui trouver du sens, et de comprendre le pourquoi des choses, et en même temps, son expérience lui permet de donner du sens aux vérités universelles qu'il a apprises, de les éclairer elles aussi, d'en voir en quoi elles sont vraies, mais aussi en quoi elles sont fausses. Alors peut-être pas fausses, c'est peut-être pas le bon mot, mais en quoi elles sont réductrices. Donc c'est très intéressant, il y a vraiment cette volonté tout au long du récit de passer par les vérités générales, les vérités universelles,
et l'expérience, et il y a une tension entre les 2. Et effectivement, dans la narration même, Adrien va passer des temps du récit pour faire le récit de ses expériences au temps du présent de vérité générale pour en tirer des conclusions ou pour éclaircir cette expérience de connaissances plus abstraites. Donc voilà, j'espère que je t'ai donné des éléments pour mieux comprendre le parcours associé soi-même comme un autre. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur les mémoires d'Adrien pour mieux comprendre cette œuvre qui est extrêmement riche, mais qui peut un petit peu faire un petit peu peur aussi. Bonne lecture et bonne journée!